Je suis de la génération qui a grandi avec X-Files, celle qui regardait les 30 histoires les plus mystérieuses à la télé le soir, avec ce petit frisson qui arrivait quand le présentateur baissait la voix. Celle qui a grandi avec Stargate, Dark Skies et les films de Spielberg, comme E.T. ou Rencontre du troisième type. Et qui s'est construit une vraie fascination à l'idée qu'il pourrait y avoir quelque chose là-haut qu'on connaît pas encore. Et X-Files là-dedans m'a particulièrement marqué. Avec Mulder qui croit dur comme fer à la présence sur Terre d'ovnis et d'extraterrestres, là où Scully doute. Et cette vérité cachée quelque part entre les deux. Et ce truc-là, pour ceux qui connaissent la chaîne, ça m'a pas quitté. Alors, depuis tout gamin, j'ai un attrait pour l'étrange. Et j'ai un rêve assez simple. Observer quelque chose de bizarre dans le ciel, quelque chose que je saurais pas expliquer. Et en février dernier, j'ai décidé d'arrêter d'attendre et de commencer à chercher. Vraiment. Alors voilà ce que j'ai fait. J'ai sorti tout ce que j'avais comme matériel photo et vidéo, j'ai pointé les capteurs vers le ciel et j'ai laissé tourner. Trois caméras, une nuit entière, un plan béton, en tout cas c'est ce que je croyais. La DJI Action 4, j'ai eu que du bruit numérique. Super. Résultat, c'était inutilisable. Que dalle. La caméra infrarouge, une Boblov, là c'est plus intéressant. Une étoile est très brillante et à un moment donné, un petit flash lumineux. Bref, un truc. On va revenir dessus, parce que ce flash là, c'est exactement ce qui alimente 80% des discussions OVNI 100% validées par tonton Jackie à l'apéro. Sauf que là, j'ai une caméra principale avec un timecode, donc on va pouvoir vérifier. Ensuite, j'ai mis ma Sony A6700 avec mon Sigma 16 mm f1.4. Et là, on parle. Une vraie optique lumineuse, un bon capteur, pas le meilleur, mais au moins on a des images exploitables. Pendant 35 minutes. C'est beau, c'est net, et on voit les étoiles. Et pendant ces 35 premières minutes, j'ai déjà capté quelque chose. Un train Starlink. Si t'as déjà vu ça sans savoir ce que c'est, je comprends que t'aies appelé le GEPAN. Une formation parfaitement alignée de points lumineux qui traversent le ciel en silence. Ça ressemble à rien de naturel, parce que c'est pas naturel. C'est Elon Musk qui a mis 5000 satellites en orbite basse pour te vendre l'internet même en pleine forêt. Mais c'est lui, pas les martiens qui viennent boire une bière. Et au bout de 35 minutes, l'objectif se couvre de buée. L'image devient noire, l'enregistrement sert plus à grand chose. C'était un truc basique, mais j'avais complètement oublié de le gérer. Ouais, je sais que c'est con, mais pour le coup, c'est complètement ma faute. Mais vivre ça m'a fait penser à quelque chose. C'est exactement le genre de limite qu'on retrouve sur toutes les vidéos OVNI qu'on voit sur les réseaux sociaux. Un téléphone sorti à la va-vite, dans le froid, une optique qui tremble autant qu'un mec atteint de Parkinson, une lumière floue qui flotte dans le noir et hop, objet non identifié. Sauf que l'objet non identifié, c'est souvent juste un problème de mise au point. Un zoom dégueulasse et une étoile brillante filmée avec un iPhone 6. Le flash arrive à un moment précis, donc on peut aller vérifier les rushs de la caméra Sony pour voir s'il y a une correspondance. Mais non en fait, parce que comme par hasard, ça arrive juste après que l'objectif se soit rempli de buée. C'est vraiment à croire qu'il fait tout pour m'emmerder. Mais j'ai quand même deux hypothèses. La première hypothèse, c'est un insecte. Un truc qui passe devant l'objectif infrarouge à la bonne distance, dans le bon angle, et qui produit un petit flash. La Boblov en a capté plusieurs cette nuit-là. Des petites taches lumineuses qui traversent l'image à toute vitesse. Et ça, c'est le monde de l'infrarouge. Fascinant, mais peuplé de trucs très banals. Mais la deuxième hypothèse, c'est un rayon cosmique. Un rayon cosmique, c'est une particule chargée d'énergie, un proton, qui voyage à des vitesses proches de celles de la lumière depuis quelque part dans l'univers, et qui finit directement sa course dans un capteur photo. Résultat, un pixel qui s'allume brutalement, un flash. Pas un objet, pas une anomalie, une particule subatomique qui vient peut-être de l'autre bout de la galaxie et qui choisit mon capteur pour mourir. Alors, est-ce que c'est intéressant ? Carrément, mais ça n'a rien à voir avec un ovni. Donc, est-ce que c'est ça que j'ai filmé ? Probablement. Est-ce que je peux en être sûr ? Pas du tout. Mais c'est là que ça devient intéressant, parce que c'est exactement à ce moment-là que le cerveau génère des mystères. Bref, première nuit d'observation terminée, j'ai pas grand chose d'utilisable, donc j'ai changé d'approche. J'ai récupéré une caméra utilisée par les astronomes amateurs pour faire ce qu'on appelle de l'old sky, une surveillance en continu du ciel avec un objectif fisheye, toute la nuit, en automatique.
Le genre de système qu'on installe dans les observatoires pour détecter les météores, suivre la couverture nuageuse ou documenter les passages de satellites. Moi, je l'utilise pour chercher des anomalies. Mais les astronomes qui me regardent apprécieront l'honnêteté. C'est leur technologie détournée pour une quête un peu différente. Ce que vous voyez là, c'est la première nuit où j'ai lancé la caméra. Et honnêtement, c'est une autre dimension. Des dizaines de satellites qui traversent le champ, des points lumineux en ligne droite, à vitesse constante, silencieux. La plupart sont invisibles à l'œil nu, trop rapides, trop discrets, mais sur le sky, ils laissent des traînées parfaites. Des avions aussi, avec leur clignotant, une trajectoire régulière, une altitude stable. Rien d'extraordinaire sur le papier, sauf que filmé en grand angle avec une caméra sensible, ça peut ressembler à un objet lumineux qui change de trajectoire. Parce que la perspective fait des trucs bizarres et que notre cerveau n'est pas calibré pour évaluer les distances dans un ciel noir. Et j'ai aussi capturé ce qui ressemble à des météores des Lyrides, une traînée lumineuse, des flashs rapides, très rapides. Les Lyrides sont actives en avril, c'est la Terre qui passe dans le sillage de la comète Thatcher, et ces débris qui brûlent dans l'atmosphère à 48 km par seconde. Ouais, 48 km par seconde. Du coup, vu du sol, dans le noir, ça ressemble à des objets qui traversent le ciel à grande vitesse, simplement parce que c'est exactement ça. Et juste avant le lever du jour, quelque chose que j'attendais pas à ce point-là. La Voie lactée qui commence à se dévoiler. Et franchement, je sais pas comment l'expliquer autrement que comme ça. C'est une vision qui coupe le souffle. Un arc lumineux qui traverse le ciel d'un bord à l'autre. Des milliards d'étoiles qui émergent de l'obscurité juste avant que le soleil les efface. Ça, franchement, je crois que je m'en lasserai jamais. Et là, pour le coup, c'est pas de la science, c'est juste beau. Deuxième nuit d'observation, et là j'ai rapidement arrêté la vidéo, parce qu'il y a quelque chose dans l'image que je comprends pas. Un objet conique, bleuté et immobile. Alors vous le verrez bouger parce que j'ai accéléré l'image, mais sur le coup je me suis vraiment posé la question. Alors j'ai tourné le truc dans tous les sens. J'ai cherché dans les bases de données, j'ai vérifié la météo, je revisionne 10 fois l'image, et au final j'ai trouvé. C'était juste un flair, un artefact optique, la lune dans le bon angle par rapport à l'objectif fisheye, un reflet interne dans les lentilles qui apparaît bleuté et conique, parfaitement immobile parce que collé à la position de la lune dans le champ. C'est pas une rentrée atmosphérique, pas un objet non identifié, juste la lune qui fait des siennes avec mon objectif. Et c'est là que quelque chose a changé dans ma tête. Moi, avec mon matos, ma démarche et mon envie de pas me planter, j'ai quand même réussi à rester plusieurs minutes devant mon écran à regarder un artefact optique en me demandant si j'avais devant moi quelque chose d'inexpliqué. Le problème, c'est pas juste le ciel, c'est que j'avais pas de système, pas d'outils pour analyser ce que je filmais de manière rigoureuse, automatique, reproductible, et c'est là qu'une idée a commencé à germer. L'éther, dans la philosophie antique, c'était la substance qui composait le ciel, ce que les Grecs appelaient la cinquième essence. Au-delà de la terre, de l'eau, du feu et de l'air. Ce qui remplit l'espace au-dessus de nous. Ça, c'est le nom. Éther. Et l'idée est simple, me construire un système d'observation du ciel. Un truc autonome pour arrêter de juste pointer une caméra vers le ciel et espérer. Un vrai système avec du matériel, du software et une philosophie claire. Observer rigoureusement, analyser méthodiquement et ne conclure qu'après avoir éliminé tout le reste. Et le projet il se décompose en plusieurs modules. Le module Polaris, c'est les yeux du système. Une caméra d'astronomie avec un fisheye dans un boîtier qui a un système de gestion automatisé de la chaleur et de l'humidité. Plus d'objectifs qui se couvrent au mauvais moment, le système gère ça tout seul. Le module Sirius, lui, c'est le cerveau. Un mini ordinateur dédié uniquement à l'observation. Il pilote la caméra. Et surtout, et ça c'est le point clé, il rend tout le système transportable. En gros, je prends Polaris et Sirius, je charge tout dans la voiture et je le déploie n'importe où. Une nuit en montagne, au milieu d'un champ, loin de la pollution lumineuse, en vacances, n'importe où. Et pour analyser tout ce que la caméra capte, j'ai commencé à développer le programme Sentinel. Et voilà où on en est. La détection automatique des étoiles fonctionne. Astap, un logiciel d'astrométrie, tourne en arrière-plan pour calculer l'orientation du ciel et définir le nord automatiquement. Ce qui permet, grâce à une carte du ciel, de situer géographiquement chaque objet détecté.
La génération graphique qui trace les objets en temps réel, ça, c'est opérationnel. Et ce qu'on peut détecter, c'est des satellites, des météores, des avions, des artefacts optiques, des rayons cosmiques, et si on a un peu de chance, des anomalies. Et ce qui reste à faire, c'est affiner les réglages pour éviter les faux positifs. Parce qu'un système qui crie au loup toutes les 5 minutes, c'est aussi inutile qu'un système qui ne détecte rien. Alors le programme Sentinelle n'est pas fini, mais la philosophie est là, et j'espère pouvoir vous montrer ça au fur et à mesure des observations. Et pour ceux qui se demandent jusqu'où ce projet peut aller, j'ai une idée qui me trotte en tête depuis un moment, et je l'ai appelé le projet Nostromo. Pour faire simple, c'est un radiotélescope. Pas pour regarder le ciel, mais pour l'écouter. L'idée, c'est de croiser les données visuelles de l'All-Sky avec l'analyse d'ondes radio. Parce que si Sentinelle me détecte une anomalie visuelle, est-ce qu'il y a quelque chose dans le spectre radio qui permet de comprendre ce que c'est? Et Nostromo, on en reparlera plus tard. Donc voilà où on en est. C'est un système en cours de construction, un logiciel en cours de développement et une quête qui fait que commencer. Et est-ce que je vais trouver quelque chose d'inexpliqué? Honnêtement, j'en sais rien. Peut-être que je vais passer des centaines d'heures à regarder dans le vide, à chercher sans rien trouver, et à cataloguer des satellites ou des avions qui passent. Mais peut-être que j'arriverai à capter quelque chose que j'arriverai pas à expliquer. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que si ça arrive, si je détecte quelque chose, ce sera grâce à un système rigoureux. Pas une caméra d'iPhone qui tremble de nuit sans savoir ce qu'on regarde. Et ça changera le poids de ce qu'on pourra conclure à ce moment-là. Et dans une des prochaines vidéos, on parlera de ce que le ciel produit normalement. Parce qu'avant de chercher l'inexpliqué, il faut déjà connaître ce qui s'explique. En tout cas, c'est que le début de ce projet. Moi, je vous dis à bientôt. C'était Mario. Ciao!